Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être là pour cette conférence ce soir. Je me présente, je suis Achille Karangois, journaliste pour la rubrique vaudoise du Courrier. Donc je remercie tout d'abord chaleureusement la ville et ses services pour l'invitation et l'organisation de la soirée. Donc de cette soirée consacrée aux écoquartiers. Et d'avoir organisé cet échange, puisque ce sera, je l'espère, plutôt anglais dans ce sens-là. Je dis échange parce que, effectivement, pour un terme comme écoquartier, quand même relativement en vogue, ses contours sont plutôt flous ou constamment en discussion, parce qu'au-delà de voilà, de l'ambition affichée et de la durabilité, le contenu est quand même, voilà, on va y revenir, encore en définition. Et heureusement pour nous, nous avons ce soir la chance d'accueillir deux personnes très au fait de ces enjeux et qui pourront nous éclairer sur cette thématique qui est brûlante à Yverdon comme partout. Moi, je viens de Lausanne. Monsieur Solms également, on pourra revenir aussi sur ces enjeux-là. Donc ces deux personnes, c'est effectivement Monsieur Philippe Solms qui commencera avec une présentation plutôt générale sur le concept d'écoquartier. Monsieur Philippe Solms est coordinateur de l'association Écoquartier, basée à Lausanne. Et si j'ai bien compris, à ne pas confondre avec l'association du même nom du côté de Genève. Ensuite, Yves Dreyer, architecte associé du bureau Dreyer Frenzel Architecture et Communication, nous présentera une réflexion partant de l'exemple de l'écoquartier de la Jonction à Genève. Donc je les remercie d'avance pour leur contribution. Et avant la discussion qui suivra ces deux présentations, je passe la parole à Monsieur Julien Wössner, responsable du service de l'urbanisme ici à Yverdon, pour une introduction, je crois, sur voilà, un peu les raisons qui ont amené la ville à vouloir organiser ces échanges. Une petite précision pour une des auditrices qui est ici. Pour les personnes qui n'ont pas absolument besoin de leur smartphone, il sera apprécié si vous pouvez l'éteindre pour des questions voilà, d'ondes et de sensibilité aux ondes. Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais pas être très long, hein. C'était juste pour vous expliquer pourquoi ce thème-là nous intéresse à Yverdon. Donc, d'une part, c'est parce qu'on a environ 9 plans de quartier qui sont à différents stades d'avancement, mais qui sont dans nos perspectives pour les prochaines années. Et une bonne partie d'entre eux se trouvent dans le périmètre Gare-Lac, qui en fait est le périmètre qui est situé entre, comme son nom l'indique, entre la gare et le lac. Et puis, ce périmètre-là est régi par un plan directeur localisé qui est entré en vigueur en 2015 avec des ambitions très fortes de faire des écoquartiers. Donc on en a 5 sur les 9 qui sont dans le périmètre Gare-Lac. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en 2015, ces ambitions étaient vraiment très élevées pour avoir des quartiers écologiques. Et puis, ça nous a permis, nous, de traverser les législatures avec le maintien de ces ambitions-là, en vraiment pouvant les confirmer à travers notre travail de développement des plans de quartier. Puis maintenant, on se trouve presque 10 ans après cette étape du PDL, et puis on se pose la question si on ne devrait pas aller un petit peu plus loin. Et donc, ça pose vraiment cette question de la durée de la définition de ce que ça veut dire écoquartier, à quelle époque en fait on en parle, et puis comment on arrive à porter les ambitions sur le long terme, puisque nos projets se développent en général sur plusieurs années. Oui. Et puis, un autre aspect qui est aussi intéressant à Yverdon, qui est très particulier, c'est qu'on a eu une ZAD, donc une zone à défendre, donc des militants qui prennent possession d'un lieu. Alors là, en l'occurrence, c'était un lieu qui était dévolu à justement un nouveau quartier. Ils ont pris possession des lieux en s'opposant à ce projet de nouveau quartier avec
alors plein d'arguments, mais il y en a un en tout cas qui nous interpelle particulièrement, c'est de poser la question, est-ce que finalement la position la plus écologique, ce ne serait pas de rien faire, de pas faire, d'arrêter avec ces nouveaux quartiers, qui soient éco ou pas. Et du coup, cette question-là s'est posée de manière très claire à Yverdon avec ce mouvement militant. Alors nous, on continue quand même le travail sur nos plans d'affectation. On est persuadé que dans certains cas, en tout cas, c'est quand même une bonne idée de le faire, notamment quand on est sur des friches industrielles qui sont peu utilisées, polluées, etc. Donc l'occasion finalement de faire un écoquartier, ça permet de résoudre plein d'autres problèmes. Mais la question se pose quand même de savoir si effectivement ce ne serait pas mieux de simplement utiliser l'existant, peut-être mieux le répartir. En fait, c'était une de leurs revendications, de dire mais il y a largement assez en Suisse, il faut juste mieux le répartir, mieux l'utiliser. Et ça m'intéresserait d'avoir l'avis de nos conférenciers de ce soir sur cette question-là aussi, puisqu'elle se pose un peu dans les débats. Voilà, donc merci beaucoup. Moi, je me réjouis beaucoup de vous écouter, et puis je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Wessner. Donc, Philippe Solms, coordinateur de l'association Écoquartier. Bonsoir à chacun. Est-ce que la sonorisation fonctionne? On dirait que c'est bon. Très bien. Alors écoutez, je suis très content d'être là ce soir pour parler des écoquartiers tels qu'on l'imagine dans le cadre d'une association citoyenne. Et c'est vraiment sous cette casquette-là qu'il faut m'entendre, c'est-à-dire on est une association qui regroupe, bien sûr, il y a certains professionnels de l'urbanisme ou de l'architecture, mais c'est une association qui est ouverte à chacun, à toutes et tous, citoyens qui sont concernés par la ville et qui ont envie simplement d'une qualité qui tienne compte de la planète, pour faire court, et de l'environnement et de l'énergie, etc., comme on va le voir. Donc, c'est un très bref retour sur notre historique. L'association donc Écoquartier, qui est basée à Lausanne, qui disons, à des visées tout à fait équivalentes, puisqu'on a mentionné juste tout à l'heure l'existence d'une association écoquartier à Genève. On partage complètement des visions, des espoirs, des attentes, etc. On est néanmoins deux associations distinctes, et dans le cadre de l'association qui s'est créée à Lausanne en 2007, hein, elle fait vraiment écho à un moment très particulier qui a touché la commune de Lausanne, c'est-à-dire c'était le moment où les grandes réflexions urbanistiques ont trouvé un écho politique qui a fait démarrer le programme Métamorphose. C'est un énorme programme de repenser la ville, repenser même l'agglomération, puisque Métamorphose touche aussi à certaines zones intercommunales. Et à ce moment-là, qui était un moment décisif politiquement, il y a eu une série de personnes, certains qui étaient actifs dans le cadre de mandats politiques, et puis d'autres qui étaient complètement extérieurs, qui se sont dit, mais il faut créer une association, une sorte de plateforme qui puisse accueillir n'importe qui est intéressé à ces enjeux et qui veut de la qualité, pour qu'on puisse faire entendre la voix de monsieur et madame tout le monde, et puis qu'on soit là aussi pour, quelque part, comme des garants, en se disant, OK, on a certains politiciens et l'administration qui s'engagent dans une direction, ensuite, comment ça va être décliné, comment ça va être appliqué? Et donc, la vocation, ça a été vraiment dès le départ de se dire, il faut qu'on soit proactif, c'est-à-dire envoyer des propositions quand tout d'un coup on trouve qu'il n'y a rien qui se passe, et puis il faut être prêt à réagir éventuellement à des choses qu'on trouve sous-optimales ou bien qui partent dans une direction qui ne nous plaît pas trop, et qu'on puisse être un interlocuteur constructif, c'est-à-dire pas s'opposer à tout, mais plutôt agir comme une force de proposition et de temps en temps, bien sûr, exprimer nos craintes s'il y en a. Donc, pour faire notre travail, ça passait par des conférences-débats, par des visites de projets et de réalisations exemplaires. Ça a passé par beaucoup de groupes de réflexion qui ont mené à des publications. Ça a passé par des prises de position qui sont envoyées aux autorités ou aux services concernés, et par un travail de réseautage aussi en faveur d'un certain type d'habitation. Donc je reviendrai là-dessus, en l'occurrence les coopératives d'habitants participatives. On s'est beaucoup engagé en la faveur de ce modèle d'habitat.
Et je signale en passant que donc, j'ai mis un peu de documentation à la sortie, et donc vous pourrez prendre ce qui concerne l'association si ça vous intéresse. Alors, maintenant, bon, revenons à la thématique de ce soir. Et les enjeux généraux, j'ai commencé par mettre quelques éléments de contexte qui sont vraiment des éléments macro à l'échelle nationale. On se reporte sur le site, par exemple, de l'Office fédéral des statistiques, on trouve plein de matériel, et notamment pour ce qui concerne le bâti d'une façon directe ou indirecte, on voit éventuellement une statistique qui pourrait nous donner de l'espoir, c'est-à-dire que le total des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du bâtiment sont en train de décroître gentiment, mais par rapport à des objectifs qui devraient coller à l'ambition nationale par rapport à ses engagements à Paris, à la COP, je me souviens plus de son numéro maintenant, mais enfin bon, il y a ces engagements à diminuer à l'échelle nationale des émissions de gaz à effet de serre. La diminution qui concerne le secteur du bâtiment est trop lente, elle est insuffisante encore. On voit parallèlement que les besoins en surface, ou du moins la pratique en termes de surface habitée par personne, continue à croître. Au niveau moyen, maintenant nous sommes à 46 mètres carrés par personne environ de surface d'habitation par personne en Suisse. Ça va, la fourchette part d'environ 37 mètres carrés dans le canton de Genève à 52 mètres carrés par personne en Turgovie. Donc on est là au milieu, on se balade là au milieu, mais ça continue à croître. Et bien sûr, qui dit toujours plus de surface d'habitation par personne, dit aussi un effet domino qui va se propager ensuite sur les surfaces urbanisées. Et donc ce qui, par exemple, joue un rôle dans ce phénomène-là, c'est l'évolution de la structure des ménages qui se traduit de diverses façons, et notamment, il y a un des indicateurs qu'on peut trouver justement dans les statistiques de l'OFS, c'est la proportion des personnes vivant seules qui continue à augmenter tout le temps. Et donc là, c'est une conséquence que j'ai indiquée, l'imperméabilisation du sol, c'est l'indicateur de référence, si on veut se faire une idée générale de l'urbanisation et de son effet sur tout particulièrement les terres agricoles qui sont hyper précieuses parce que ça ne se renouvelle pas comme ça, les terres agricoles. L'imperméabilisation du sol continue à croître. Ensuite, au niveau des déchets urbains, malgré une efficience de plus en plus forte des traitements, on a quand même le poids des déchets globaux qui continue à grimper. On a ce qui est indirectement lié au bâti, mais en très forte corrélation, bien sûr, à certains égards, c'est tout ce qui touche à la mobilité. Alors là, on a connu une petite période tout à fait particulière, cette période de la pandémie, où tout d'un coup, hop, les transports, le trafic routier a baissé d'une façon comme jamais personne l'aurait imaginé avant, et maintenant c'est reparti à la hausse, on a déjà rattrapé tout ce qui se faisait avant, et puis ça redémarre plus fort. Donc si on doit catégoriser en très peu d'éléments les grands défis qui vont toucher le secteur du bâti, c'est d'abord diminuer l'empreinte carbone qui est liée au bâti d'une façon générale, c'est mieux préserver les ressources et régénérer la biodiversité. Alors, les ressources, ça touche à, bien sûr, les besoins en termes d'énergie, mais aussi au niveau de la terre, qui est une ressource précieuse en Suisse. Régénérer la biodiversité, c'est évidemment un thème général qui dépasse de loin le seul bâti, qui est un enjeu transversal, et sur lequel le bâti intervient pas forcément d'une façon constructive directement, mais impacte toujours. Et puis, bien sûr, le bâti, c'est aussi une dimension sociale qui est incontournable et qu'il ne faut surtout pas oublier dans le cadre d'une pensée en termes de durabilité, c'est l'accès au logement. Et j'ai ajouté comme défi promouvoir d'autres modes de vie.
Et les modes de vie, là, en l'occurrence, il faut penser à nos modes de consommation qui peuvent avoir des implications en termes de déchets. Il faut penser à nos modes d'habiter qui peuvent avoir justement des effets vers le mieux ou vers le pire en termes de besoins de bâti. Donc, on aura des exemples plus tard. Et puis, les choses se préciseront petit à petit. Puis, je pense que dans la discussion, après, on pourra toujours revenir sur un élément ou un autre. Alors, voilà, ça, c'est le cadre macro très général. Ensuite, évidemment, si on pense quartier, avant même de penser quartier, il faut penser ville durable. Et la petite introduction de Julien Wössner est excellente parce qu'elle nous a rappelé que, bon sang, des villes, on en a déjà. Qu'est-ce qu'on en fait? Et typiquement, j'ai mis une petite image par rapport à ça, c'est celle qui est en bas à droite, qui présente, c'est une thermographie d'une localité qui se trouve en Hongrie, sauf erreur, et qui est prise, qui montre les questions d'isolation thermique des bâtiments. Tout ce qui est rouge, c'est de la chaleur qui fiche le camp, qui est pas maîtrisée. Et effectivement, mieux valoriser, mieux habiter le cadre bâti déjà existant, c'est un réel enjeu. Et quelque part, franchement, si on avait des politiques efficaces pour aller dans le sens de faire vraiment évoluer notre parc immobilier existant, ce serait absolument génial. Et donc, moi, ça me touche énormément qu'il y ait des jeunes qui se battent pour nous rappeler régulièrement, mais bon sang, il faut faire quelque chose. Parce que le bâti existant, c'est vraiment une source de problèmes absolument énorme. Et puis là, c'est pas au niveau technique, parce qu'on a des solutions techniques, mais c'est la relation avec finalement les financements, et on ne sait pas comment vraiment financer, comment vraiment faire évoluer ce parc d'habitation. Alors, à côté de ce parc existant, qui n'est pas tellement au centre de la soirée de ce soir, il y a les zones où tout d'un coup, on a une opportunité et une demande pour construire du neuf. Et c'est là où tout d'un coup, il faut se dire, OK, quel type de quartier on imagine, qu'est-ce qu'on veut construire et comment ? Et là, immédiatement, si on représente, j'ai pris des images, la petite image à gauche, en fait, elle est composée d'éléments qui sont utilisés dans le cadre de la stratégie de développement durable 2030 de la Confédération. C'est leurs éléments graphiques. Et puis, en jouant avec des petites images comme ça, on arrive assez facilement à donner des impressions très sympathiques où on a les immeubles, on a la convivialité, on a des transports en commun, on a une très bonne gestion des déchets. Enfin, voilà, le dessin, c'est magnifique pour ça. À la limite, on pourrait aussi utiliser le dessin pour montrer à quel point tout est horrible, hein. Mais là, en l'occurrence, on utilise beaucoup le dessin pour montrer à quel point tout peut être magnifique et bucolique, à la limite, et désirable. Et puis ensuite, bien sûr, dès qu'un chantier commence, alors la désirabilité, elle n'apparaît plus tellement, tout particulièrement au voisinage, aux gens qui habitent autour d'un chantier. Parce qu'il y a les nuisances habituelles, c'est-à-dire le bruit, éventuellement de la poussière, les trafics de camions, et puis toujours ce choc de voir, il y a des gabarits toujours avant les chantiers. Donc les gabarits, on se dit, oh, mais ça va être haut finalement cet immeuble, et puis ensuite on voit les grues, on voit les choses monter, et on se met à avoir peur quand on n'est pas direct, quand on se projette pas positivement dans ces bâtiments. Et là arrive aussi un enjeu, c'est comment communiquer, c'est-à-dire comment faire comprendre finalement à la population générale qu'il y a des étapes qui peuvent laisser penser, enfin qui font rejaillir des représentations qui peuvent être extrêmement contradictoires et que néanmoins, il ne faut pas pour autant se replier sur des positions trop défensives dans la mesure où, en principe, construire un nouveau quartier, c'est aussi des opportunités en termes de vivre ensemble, en termes d'expérimentation de nouvelles technologies, nouveaux rapports les uns avec les autres. Et donc, évidemment que ces questions, quel type de quartier on pense, à quels endroits, c'est vraiment infini et très variable. Les trois images, donc, qui sont ni chantier, ni la ville existante en thermographie, ni le dessin, sont des images d'éco-quartier, ou appelées comme telles. Donc, l'image qui est tout à droite en haut, c'est une image de Meralswohnen, qui est un quartier exemplaire à plein d'égards, dans la région zurichoise, enfin ça appartient encore à la ville.
c'est à Oerlikon. Et puis, quand on voit cette image, c'est hyper minéral. Et par rapport à un certain imaginaire de l'écoquartier, beaucoup de gens ne se reconnaîtront pas dans une image comme ça. L'image qui est juste à côté, avec plein de verdure, c'est une image d'un écoquartier allemand, sauf erreur, c'est Vauban, à Freiburg-in-Brisgau. Ça a été un quartier qui a été construit il y a pas mal de temps en arrière et qui, en son temps, a été vraiment très innovant et très à la pointe. Et ça me permet de vous dire que l'écoquartier est une réalité périssable quelque part. C'est-à-dire, c'était un écoquartier. Maintenant, si on va creuser puis qu'on va regarder les performances en termes de, je sais pas moi, thermique, de ressources énergétiques utilisées, on va peut-être trouver des tas de défauts. Mais à l'époque, c'était vraiment innovant. Donc là aussi, en termes de pérennité, le terme, quelque part, bon, il garde ce nom, écoquartier Vauban. C'est historiquement, et puis d'une manière identitaire, c'est resté comme ça. Et puis ça va continuer sans doute. Mais quelque part, dans les faits, il y aurait des tas de choses à dire, à revoir sans doute. Et puis la petite image qui est entre toutes les autres, d'une maison à 2 étages et puis à toiture à 2 pans, c'est le petit écoquartier de Prats-Romand construit par la CODA, qui est une coopérative d'habitants, et où là on se trouve en marge de la ville et où la réflexion a porté sur une espèce de typologie villageoise. Donc est-ce qu'il faut appeler ça un éco-village ou un éco-quartier? Enfin, il y aurait matière à discuter énormément de temps là-dessus. Mais autrement dit, derrière la notion d'éco-quartier, il y a 36 000 imaginaires possibles et 36 000 concrétisations possibles. Il n'empêche, il y a quand même certaines constantes. Donc, d'abord, si on en revient au quartier, notion qui elle-même est très floue, hein, parce que chacun a son idée du quartier. Alors, au niveau administratif, certaines fois, c'est un peu fixé, mais très souvent, c'est un développement historique qui définit ce qu'est le quartier. Alors, construire un quartier, c'est prendre en compte un certain nombre d'enjeux que les urbanistes connaissent bien, sur lesquels je ne vais pas revenir. Et je dirais que construire un écoquartier ou un quartier durable ou un site à 2000 watts, c'est évidemment se référer aux mêmes enjeux, plus d'autres, quelques autres, et puis que par rapport à l'ensemble, il y aura une intention de faire mieux que le standard. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une non-définition, mais c'est quelque chose, moi je dirais que ce qui peut, de projet en projet, se retrouver, c'est que quand vous entendez le mot écoquartier ou quartier durable ou site à 2000 watts, site à 2000 watts, ça fait référence à des procédures qui sont assez définies. Donc là, on peut savoir peut-être mieux que dans les 2 autres expressions de quoi il retourne, mais très souvent, il faut se dire, OK, il y a une intention de mieux faire. Il n'y a pas la définition, mais il y a une intention de mieux faire, et derrière une intention, il faut interroger les porteurs de projets sur des objectifs concrets qui se donnent. Et là, en fonction des contextes dans lesquels s'inscrivent les projets, tout n'est pas forcément possible de la même façon à tous les endroits. Donc à certains endroits, ça pourra être une opportunité extraordinaire de mettre en œuvre tout d'un coup un approvisionnement en chaleur qui sera absolument particulier. Ben, c'est le cas par exemple pour les plaines du Loup à Lausanne, où tout d'un coup il y a quelque chose qui est une expérience sur laquelle on pourra tirer, à partir de laquelle on tirera des leçons importantes à l'échelle nationale, puisque c'est la géothermie, puis un type de géothermie particulier qui a été retenu là-bas. Procéder de cette façon-là, ce sera pas adéquat, ce sera pas cohérent dans un autre site. Donc chaque site ensuite a éventuellement un potentiel qui diffère d'un autre site. Et par rapport à ça, bien sûr, quand on se reporte aux outils de suivi dont on dispose, donc SEED, c'est une certification, mais qui est plus qu'une certification, puisque c'est une démarche qui permet à des collectivités qui ont un projet de ce type d'avancer et de développer un quartier pour arriver à certaines performances particulières. Là, on voit que simplement dans les grandes catégories
que CID utilise pour communiquer, c'est des catégories qui sont définies par rapport à un idéal à atteindre. Ensuite, c'est quand tout d'un coup les acteurs, les parties prenantes se retrouvent autour de la table qui discuteront ensuite point par point des objectifs qui peuvent tendre dans cette direction. En dessous, alors bien sûr, je pourrais vous donner aussi des exemples qui renvoient à l'outil SMEO, qui est un outil qui a été développé dans le canton de Vaud et qui est excellent quand il s'agit de commencer une planification avec des intentions très en amont. Ça aide à catégoriser les problématiques et puis à préciser exactement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire dans chacune des problématiques. Mais quelque part, j'ai pas voulu vous parler de SMEO, qui est sans doute très connu là dans l'Assemblée déjà. Sinon, je mentionne toutes sortes de termes qui sont des questions clés qui habitent finalement les réflexions qu'on a dans notre association Écoquartier de citoyens et très variées. Donc, je passe très vite à la slide suivante pour vous dire, toujours dans le même esprit, que, outre ces questions d'interprétation et de définition d'objectifs qui peuvent être très variées, il y a des choses que concrètement on sait faire, puis il y en a d'autres qu'on doit apprendre à mieux faire, puis il y en a d'autres qui sont carrément pas assez développées. Donc toute la colonne de gauche, quelque part, c'est des choses en principe, on sait les faire maintenant. Donc quand on parle d'un urbanisme durable, il faut se donner des ambitions très élevées en matière de densité, en matière de matériaux, en matière de processus constructifs, tout ça on sait faire. En matière d'efficacité thermique du bâtiment, en matière de mobilité, franchement, on a tous les outils. Il y a certains de ces points qui vont soulever des questions, évidemment, d'acceptabilité, c'est-à-dire la densité, typiquement, elle fait peur. Et puis, il faut tenir compte de ça. Donc, il faut construire du consensus autour des projets. La question de la mobilité, elle soulève aussi des résistances, parce que, franchement, être piéton à Lausanne, où tous les réseaux de transport en commun arrivent et peuvent être à disposition, ou être piéton à Grandson, c'est tout autre chose, évidemment. Donc là, on touche tout de suite à des questions qui nécessitent une construction de la communication, puis une construction d'un consensus pour aller de l'avant. Ensuite, dans la colonne de droite, c'est des choses qu'on sait faire aussi, mais qui ne sont pas évidentes. C'est-à-dire, si on pense biodiversité, il y a des réelles incompatibilités avec une population qui prend de la place, avec des chiens, avec des habitants qui veulent éventuellement pas avoir le bruit des crapauds d'une mare où ils se renouvellent d'une façon extraordinaire. Donc oui, on sait faire de la biodiversité. Mais comment faire cohabiter cette biodiversité ou des réseaux écologiques à travers des localités, ça reste une question qui est toujours un peu problématique à mon avis. Il en va de même avec les autres points où on sait faire. J'attirerai votre attention sur 2 points de la fin. La politique foncière des communes qui se lance. Alors, il y a eu déjà un webinaire, conférence webinaire sur l'importance du rapport au foncier dans ce cadre-là, et je ne reviendrai pas là-dessus, mais évidemment qu'une collectivité qui a une maîtrise directe du foncier a un outil et des possibilités qui sont complètement différentes d'une commune qui doit favoriser un projet en traitant avec des propriétaires privés. Les deux sont possibles, mais franchement, il y a plus d'opportunités d'un côté, il y en a moins d'autres, où il y a des complications supplémentaires d'un côté et moins de l'autre. Pour le pilotage de projet, il y aurait aussi pas mal de choses à dire, mais je vais passer au slide suivant. Ça, c'est un petit peu pour rêver de ce qu'on aimerait voir. Alors, tout à l'heure, M. Wössner évoquait le fait qu'entre 2014, l'adoption du plan directeur pour Garlac et maintenant, il y a une réflexion dont on se dit qu'elle pourrait être continuée et approfondie sur certains points. Alors, il y a plein d'axes là de nouveau. Et là, en fonction de la sensibilité d'une association citoyenne, ce que j'ai mis en premier, c'est la participation citoyenne. Il y a un potentiel, c'est-à-dire que les citoyens, ils peuvent avoir des idées, mais ça veut dire aussi une participation qui doit être proposée d'une façon moins... disons, c'est plus compliqué, tout simplement, mais c'est possible. On y croit.
je passe sur les communs, les services de proximité. J'aimerais souligner la place accordée à l'habitat coopératif et participatif. D'une part, parce que notre association, elle milite pour qu'il y ait plus de place pour ce type d'habitat. Et ensuite, je dirais, mais évidemment, je suis partial, puisque je suis convaincu de l'intérêt de ce type d'habitat, c'est que les coopératives d'habitation standard, elles apportent du logement à loyer abordable, donc leurs logements ne sont pas soumis au risque de spéculation qu'il y a sur le marché libre. C'est déjà absolument socialement indispensable et magnifique. Maintenant, quand ces coopératives d'habitation sont participatives, on voit que les gens qui se projettent dans un bâtiment qu'ils vont habiter, en général, ils ont plein d'idées et ils vont plus loin qu'une institution qui ne s'appuie pas sur la participation. Ils sont là à essayer de chercher toujours le meilleur. Et même ça rayonne au-delà du bâtiment. Et ça, par exemple, aux Plaines du Loup, à Lausanne, on en a un bel exemple en ce moment, c'est-à-dire des coopératives d'habitants, comme on les appelle à Lausanne, c'est-à-dire des coopératives participatives. Elles sont en train de faire des merveilles et des choses inattendues qui dépassent la réalisation du bâtiment lui-même, donc le solide, pour toucher au vivre ensemble avec des communications au-delà même du bâtiment. Et ça ouvre à des choses qui ne sont pas planifiables à la façon d'un technocrate. Et donc voilà, ça c'est un point pour moi qui est extrêmement intéressant. Ensuite, bien sûr, il y a les typologies de logement, les mutualisations, mais je crois que c'est à travers le dialogue qu'on va avoir tout à l'heure qu'on pourra revenir là-dessus. Je vous montre donc la petite remarque qui est quasiment la remarque finale, c'est créer un quartier, c'est pouvoir innover à l'échelle des bâtiments, bien sûr, mais aussi à l'échelle du voisinage. Ça, c'est l'opportunité que donne le fait de créer un quartier en même temps. Et puis seulement gérer une innovation à l'échelle du voisinage, c'est un peu plus délicat que la gérer simplement à l'échelle du bâtiment. Et donc, dès qu'on pense d'une façon intégrée à l'échelon du voisinage, on peut, en principe, ensuite c'est toujours difficile bien sûr, mais on peut penser les choses selon des logiques de coordination, de complémentarité, de mutualisation, et même on peut se mettre dans une perspective systémique. Ce qui est à développer, j'aurais besoin de 3 soirées comme ça pour développer ça. Mais quelque part, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que effectivement, le bâti existant, comme le disent les jeunes de la ZAD, il faut trouver le moyen de faire avancer ça et puis d'optimiser ce patrimoine dont on est dépositaire. Et parallèlement, comme il y a évidemment des quartiers qui se construisent et des besoins qui ne peuvent pas trouver de réponse dans le bâti existant, il faut en profiter pour que ce soit finalement à chaque fois le laboratoire qui nous permette d'avancer et d'innover le plus loin possible. Donc ça, c'est ma dernière slide que je ne vais pas vraiment commenter. Tout à droite, c'est le plan d'une typologie de logement qui est particulière, qui s'appelle le cluster, où tout d'un coup, les cellules en bleu clair sont les espaces privatifs, et puis donc d'un ménage, on peut dire, là c'est quasiment des personnes seules ou des couples qui habitent là-dedans, puis les espaces bleu foncé, c'est des espaces mutualisés entre ces différentes personnes. C'est donc un logement dans lequel il y a 4-5 ménages ensemble. Et grâce à ça, notamment à Zurich, c'est comme ça qu'ils ont fait descendre finalement le métrage carré par habitant pour l'ensemble du quartier. C'est-à-dire qu'à travers des solutions comme ça, on économise la surface, très prosaïquement parlant. Puis le petit dessin à l'opposé, donc à la gauche de la slide, c'est un petit dessin qui représente, alors ça a été mis en œuvre dans des bâtiments d'une coopérative genevoise qui s'appelle Équilibre, qui est très innovante, c'est des toilettes sèches schématisées, c'est-à-dire utiliser finalement les excréments humains pour revaloriser ça comme produit, comme terre fertile, etc., pour de l'agriculture. Donc, penser la circularité, c'est aussi quelque chose qui va de plus en plus venir dans notre bâti, dans nos habitations. Eh ben, il faut l'expérimenter encore davantage, il faut aller plus loin, il faut profiter de toutes les occasions. Et je crois que je vais passer la parole pour ne pas manger trop de temps à Monsieur Dreyer. Merci beaucoup, Monsieur Solms.
Il y aura encore effectivement des éléments sur lesquels on peut volontiers revenir dans la discussion, mais pour le moment, nous passons la parole à Monsieur Dreyer, architecte. Alors bonsoir à tout le monde aussi. Il y a pas mal de choses qui se recoupent dans les termes, dans les enjeux, dans les ambitions. Moi, je vais venir avec un projet qui est construit, qu'on a eu l'opportunité de construire en tant qu'architecte. On a gagné un concours en 2009, les derniers éléments qu'on a construits dans les espaces publics datent de 2022. Donc vous voyez aussi le temps qu'il y a besoin. Là, on est sur une dizaine d'années à Yverdon. Je pense que cette dizaine d'années, elle a existé à Genève aussi avant 2009 pour mettre en place le dispositif. Puis après, il faut avoir 10 à 15 ans de patience pour voir les résultats. Donc, vous verrez une partie des résultats. Certains habitants sont rentrés en 2015, d'autres en 2018, mais il y a eu des travaux jusque très récemment. Je n'ai pas non plus de définition des écoquartiers. Je pense que c'est une des grandes chances, c'est que c'est un thème qui est ouvert. C'est un thème où les ambitions peuvent être remises au goût du jour systématiquement et selon les décades, selon les besoins aussi. J'ai malgré tout, je dirais, dans mon expérience d'architecte, focalisé ça sur 4 aspects. Le contexte urbain, la résilience constructive, la manière de construire. C'est aussi là où l'architecte a une grande influence. La co-conception participative, c'est exactement ce qui a été mentionné avant, c'est faire participer les futurs habitants. Et puis la diversité des modes de vie, vous avez déjà aussi entendu ces questions de mode de vie, c'est des modes d'habiter, c'est des choses où on doit dépasser finalement le 4 pièces et demi ou le 3 pièces et demi qui est sur le marché en surplus, quoi. Donc je vais revenir sur ces 4 thèmes, en commençant par le contexte urbain. Je vous ai remis là 4... environ, à peu près toujours 4 termes, il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais la question du contexte urbain, c'est de dire qu'on est déjà dans quelque chose qui est construit, on construit on reconstruit, on construit un morceau de ville. Vous verrez que dans l'exemple que je vous présente, il y a malheureusement une tabula rasa aussi, où donc tous les bâtiments existants qui étaient des bâtiments industriels ont disparu. Dans le contexte urbain, il y a aussi une densité des infrastructures qui existent, et là je parle des infrastructures de manière générale, à la fois tout ce qui est mobilité, à la fois tout ce qui est service, à la fois tout ce qui est énergie. Ces choses-là sont à proximité, il n'y a pas besoin de constituer des nouveaux réseaux, et ça je pense que c'est extrêmement important de considérer l'écoquartier dans un contexte urbain. Ça ne veut pas dire que les villes, mais dans un contexte qui n'est pas hors sol, qui n'est pas une cité satellite. Je pense que ça fait du sens aujourd'hui, En tout cas, c'est mon avis d'architecte, comme tout ce que je vais vous présenter ce soir. Et puis, la proximité des réseaux de mobilité, justement, et la mixité des affectations, c'est les questions de service, de pouvoir faire du logement, parce que l'écoquartier, je crois que le but principal, c'est de faire du logement, faire de l'habitat, mais pas que. Donc, voilà une image de cet écoquartier. C'est les 3 gros bâtiments que vous voyez ici. Ils ont des échelles un peu particulières liées à ce site, mais ils sont vraiment dans un contexte urbain. Ils ont cet avantage aussi de profiter d'un paysage urbain. Ils ont l'avantage de posséder certains espaces extérieurs, certains espaces publics. Ça, c'est l'ancien cimetière des Rois, en plein centre-ville. Et puis, ils ont la possibilité finalement de dialoguer ensemble. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que sur un site urbain, généralement, il y a beaucoup d'acteurs. Là, il y a d'abord les acteurs naturellement politiques, on a parlé de politique foncière, il y a de la politique du logement, il y a les différents services qui sont là pour promouvoir et puis guider le projet, mais il y a aussi les acteurs qui sont les investisseurs. Ici, il y a 3 investisseurs différents qui sont à la fois des fondations communales qui sont dotées d'argent justement par la politique du logement de la ville de Genève. Il y a une coopérative d'habitation sans participation des habitants, puis il y a une coopérative d'habitants, la CODA, qui a déjà été évoquée, qui fait participer ces habitants. Donc ce panel et cette mixité, elle est extrêmement intéressante aussi. Puis à ça se rajoutent encore 3 autres maîtres d'ouvrage, une fois la ville de Genève pour les aménagements extérieurs, une fois le canton de Genève pour le canton de Genève pour les espaces extérieurs, la ville de Genève en partie pour un musée ou des dépôts pour des musées patrimoniaux, et puis la fondation des parkings pour un parking souterrain. Donc cette multiplicité des acteurs, elle est intéressante non seulement dans les politiques, dans les investisseurs, elle est aussi extrêmement importante dans les planificateurs et dans la population qui vient. Et ça, je crois qu'il n'y a que le cadre urbain qui peut nous donner cette richesse. Donc voilà un petit peu la même chose à une autre échelle. Peut-être dire ici que ce qui nous a intéressé, nous, dans ce contexte urbain, c'est que les bâtiments prennent une échelle
qui est une échelle un petit peu plus large que la petite barre, qui est question de générer un quartier, je pense que ça c'est fondamental, et puis de générer, d'être à des échelles un petit peu plutôt d'îlots, en tout cas qui dépassent la simple parcelle qu'on peut voir dans une forme de morcellement un petit peu. Donc ça nous donne le grand avantage de constituer l'architecture comme finalement le décor ou les coulisses d'une scène qui est celle de l'espace public, de constituer d'abord l'espace public, d'abord le non bâti, parce que c'est là que se passe la vie finalement citoyenne, la vie urbaine, et puis les bâtiments qui accueillent finalement tout ce qui est rentables et qui rendent le projet possible, de les mettre dans ces éléments bâtis qui accueillent ici du logement. On voit aussi 3 typologies d'habitats qui sont relativement différentes, qui correspondent finalement à des investisseurs aussi très, très différenciés. Et puis cet espace public, il nécessite d'être vécu, il doit être dimensionné, je pense aussi pour différentes affectations. Là, vous voyez des moments d'échange justement à l'échelle du quartier. On est dans des passages couverts, là au premier plan, d'un des immeubles, celui de la Coda, et puis on voit au fond un immeuble, l'immeuble de la fondation de la ville de Genève. Et ces questions de collectivité, de lieu d'accueil, d'espace public, elle a été pour nous fondamentale, presque plus importante, je dirais, que les questions architecturales, en tout cas au début du projet. Voilà, là on voit différentes vues de ce quartier-là, la place centrale en particulier, avec de nouveau 2 immeubles construits qui constituent les coulisses justement de cette scène publique. Le lien et les coutures avec les éléments existants de la ville, là le cimetière des Rois, cette continuité à la fois végétale, mais aussi certains pavillons et une échelle un petit peu plus de l'ordre du mobilier urbain qui permet justement des ancrages et une appropriation par tout un chacun. L'autre élément qui est extrêmement intéressant dans le cadre urbain, et dans ce quartier-là en particulier, c'est qu'il y a eu un appel à projet pour trouver les affectations des rez-de-chaussée, pour trouver aussi les personnes qui voulaient valoriser ces espaces-là. Donc là, on est dans des surfaces d'activité, du commercial, mais l'enjeu à la fois des investisseurs et des politiques, c'était pas d'accueillir le Starbucks, la Migros et puis McDonald's, je pourrais en citer quelques-uns, que je devrais peut-être pas citer. C'était plutôt l'ambition de trouver des acteurs qui pouvaient être en adéquation avec les valeurs du quartier. Donc là, il y a la petite fleuriste qui se lance dans une de ces arcades. Il y a la brasserie, on brasse aussi la bière de manière artisanale, et encore un exemple, un supermarché coopératif qui est relativement alternatif. Ça, c'est 3 exemples, mais il y a une trentaine, 35, je crois, arcades différentes sur le site. Le deuxième point, c'est la résilience constructive. Là, on rentre vraiment dans l'architecture. Il y a des questions de labellisation qui nous étaient données. Alors, on n'était pas à 2000 watts, on devait aller vers Minergie P Eco. C'est un projet qui date de 2010, donc les enjeux ils avaient été posés à peu près dans les années 2000. Il y avait déjà des questions de filière et de choix de matériaux qui étaient importants, en particulier avec la question de éco. Et puis ensuite, vous verrez que cette résilience constructive, elle va aussi vers quelque chose qui est une évolutivité finalement de l'architecture, pensée en tout cas sur les 20 ou 30 prochaines années de mode de réversibilité. Ça veut dire qu'on refait un chantier, ça c'est clair, ce n'est pas des cloisons qu'on bouge, mais il y a tout un système porteur principal qui est extrêmement résilient. Et puis dans la manière de construire, on peut ensuite développer différents seuils, des seuils de privacité dans cette structure finalement qui ressemble un petit peu à un parking, c'est des poteaux et des dalles, vous verrez par la suite. Et puis on peut partager les ressources et puis aller sur des communs aussi. Ça c'est une résilience constructive qui est peut-être plutôt de l'ordre de la planification, mais qui me semble extrêmement importante. Donc voilà deux schémas en fait qui représentent ici à gauche ce que vous voyez en noir, donc c'est les cages d'escalier et puis le système porteur, des poteaux. Et puis toutes ces couleurs, c'est les différents étages. Chaque étage a une couleur et puis c'est les cloisons en fait entre appartements. Donc ça donne un imaginaire finalement aussi une démultiplication des typologies et des types d'appartements, des tailles d'appartements qui est illimitée. Et puis l'autre élément qui était pour nous important à corréler finalement avec l'autre, ici on voit en noir ce qui est les gaines.
l'hygiène technique des appartements, et puis les salles d'eau, les espaces d'eau, cuisine et salle de bain autour. Alors elles sont un tout petit peu surdimensionnées, ces hyènes, mais par contre elles permettent de changer à chaque étage les affectations des appartements, les aménagements des appartements. Donc ça c'est le principe. Vous voyez ici cette structure porteuse en béton, ça c'est un choix qu'on a fait. Peut-être qu'on ne le ferait plus aujourd'hui de cette même manière, mais je pense que le béton il a cette pérennité dans le temps que n'a peut-être pas le bois. Et puis tout ce qui est façade, c'est des éléments en sandwich bois préfabriqués qui sont ensuite revêtus d'un crépi. Et puis à l'intérieur, c'est des cloisons légères. L'autre élément, c'est les éléments de finition. Vous verrez, ils ont été pas mal discutés aussi avec les futurs habitants. C'est d'aller vers des filières qui sont locales, qui sont biosourcées. Là, on est sur des crépis en argile, par exemple. C'est un détail de l'histoire un petit peu, mais ça permet finalement d'aller vers des innovations. Ça s'était fait à l'échelle de villas éventuellement contiguës. Là, on a pu le faire à l'échelle de 120 logements. L'autre élément qui est extrêmement intéressant, je trouve, dans ces questions de résilience, c'est qu'à l'échelle d'un quartier, on peut penser, par exemple, ici, l'énergie d'une autre manière. Là, c'est un système à Genève qui s'appelle Génilac, où l'eau, où la chaleur est prise sur l'eau du lac, qui est à 6 degrés. On sait qu'on doit chauffer à peu près à 19-20 degrés nos appartements. Le delta température est très, très faible. Et puis, le facteur d'échelle d'un quartier comme l'écoquartier Jonction permet finalement de créer des nouveaux réseaux qui permettent d'alimenter d'autres bâtiments de l'État ou de la ville, en l'occurrence dans ce cas-là. Et ça, je crois que c'est une grande chance de penser quartier, de penser aussi au-delà des limites des parcelles du projet, parce qu'il y a des influences qui peuvent se faire à plusieurs titres. L'autre élément de résilience, c'est la question des usagers. Il y a différents usagers qui vont de l'individu au riverain, et puis, ces gens-là, ils sont toujours dans un cercle de personnes qui les entourent, qui est plus ou moins grand, qui vont du quartier à la chambre, quoi. Et je trouve que ces différents cercles concentriques qui vont de l'individu justement à la population de l'espace public sont extrêmement intéressants à réfléchir dans le cadre de l'architecture sous cette forme de résilience constructive. L'autre élément qui a ponctué avant tout l'immeuble de la Coda, lié aussi à la co-conception participative, c'était de trouver des espaces communs. Vous voyez ici des espaces en bleu, qui sont des espaces communs qui se diffusent dans les différents étages. Vous les voyez ici à l'échelle du 2e étage, où il y en a plusieurs, ils ont des différentes tailles, ils ont des différentes fonctions. Et puis tous ces espaces verts sont aussi des espaces qui sont communs, qui sont mutualisés. Et de pouvoir dire qu'on a des espaces qui sont plutôt en cours ou sur des toitures plus ou moins hautes donne des lieux qui sont extrêmement différents les uns des autres et donne aussi une résilience, en tout cas, comme je l'entends. Ça, c'est le panel des différents espaces collectifs du bâtiment de la Coda. Il y a naturellement aussi, et je n'ai pas tout montré, il y en a je pense une quinzaine, il y a aussi toute la question du tri des déchets qui se fait là à l'échelle du quartier, mais qui a des sous-stations à l'échelle de l'immeuble. Vous voyez des espaces qui sont justement répartis dans l'immeuble et d'autres qui sont sur les espaces extérieurs. Un des autres points qui a été mentionné par M. Solms, auquel je crois beaucoup dans ces modes coopératifs, c'est la co-conception participative, c'est l'implication des futurs habitants, c'est aussi l'implication possiblement d'un voisinage à l'échelle d'un quartier. Et je pense que là, il y a une intelligence collective qui se fait, qui doit se faire, qui doit être reconnue bien plus que ce qu'on le fait et ce qu'on l'a fait jusqu'à présent, quoi. Il y a du bon sens, tout le monde est un professionnel de son logement, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde sait ce que ça veut dire d'avoir une porte qui est mal placée, d'avoir trop peu d'espace à certains endroits, et ça, moi j'y crois, j'ai beaucoup appris des habitants, et je continue d'apprendre, je suis moi-même habitant, et je me rends compte que l'architecte, il ne peut pas faire vivre les gens dans des concepts, mais c'est quelque chose que j'ai dû désapprendre un petit peu de mes études, quoi. J'ai dû me soigner, si on veut. Donc, en tout cas, c'est pas comme ça que ça m'a été enseigné, l'architecture. Donc, nous, on parle beaucoup d'architecture des usages, donc liée à des besoins et à des usagers, naturellement. Cette question d'implication et de l'appropriation par la co-conception, c'est assez fantastique, c'est que les gens, même s'ils râlent ou même s'ils sont extrêmement contents, ils font un processus d'implication pour leur logement. Il y a des réseaux et des ressources qui se mettent en place entre ces différentes personnes et surtout, on crée un esprit de voisinage bien avant que les gens soient voisins, bien avant qu'ils habitent ensemble. Ce qui fait que ce moment de latence de 5 à 10 ans, quand on rentre dans un nouvel immeuble où on ne connaît pas son voisin, on ne sait pas trop comment s'adresser à lui, le contexte est déjà créé, les gens se connaissent depuis le premier jour. Donc ça, je l'ai expérimenté sur plusieurs projets.
Ça passe par différents types de groupes de travail, ateliers, plénières et ainsi de suite, pour mettre les habitants justement dans des relations qui sont soit par 2, soit par 3, soit par 5, soit par 20, soit par une centaine de personnes ou de ménages. Pour ça, il y a quelques règles. Là aussi, c'est que un exemple, il y en a parfois beaucoup plus. L'architecte, en fait, ce qu'il doit faire, c'est poser ses règles, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on joue un jeu où on ne connaît pas les règles. Ça, c'est ce qu'on appelle le fond de scène. C'est des éléments qui sont non discutés et non discutables. Puis ensuite, il y a des moments pour la discussion, pour certaines thématiques, et puis il y en a d'autres moments qui viendront plus tard. Donc nous, on utilise systématiquement ces couleurs aussi avec les habitants pour faire passer un message entre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est possible, et puis ce qui viendra à un autre temps pour pas que les thématiques se mêlent. Donc c'est quelque chose d'assez rigoureux aussi dans l'organisation. Et puis là, il y a deux règles importantes que je trouvais en tout cas importantes de mentionner pour l'écoquartier Jonction. C'est que les décisions, elles prennent à 2/3 des voix. Ça veut dire qu'il y a toujours le double de personnes qui sont d'accord par rapport à celles qui ne sont pas d'accord. Et on n'est pas dans ces effets de 51%, 49%, où finalement il y a ceux qui sont silencieux, il y a une sorte de majorité silencieuse, et puis il y a une minorité qui se fait entendre. Là, il y a toujours de 1 contre 2, et ça, je trouve extrêmement intéressant. Puis l'autre élément, c'est que les habitants s'engagent sur une charte, par exemple à la colline. Ensuite, au niveau de cette question d'appropriation et de choix, nous, on met souvent à disposition, là vous voyez 3 exemples, des choix collectifs. Ça veut dire qu'on discute ensemble quels sont les choix, puis ensuite les gens peuvent faire des choix individuels. Donc là, vous voyez typiquement les cuisines, pour cet appartement 3 positions, les armoires, dans cet appartement 3 positions, et puis les portes palières, les portes d'entrée, 3 positions. Et le panel en fait des possibles dans ces différents choix est assez incroyable, parce que si vous prenez le numéro 3 ici, le numéro 2 là, et le numéro 1 ici, vous êtes très très certainement très différents de vos voisins. Donc sur les 330 appartements qu'on a construits à l'écoquartier Jonction, il y en a environ 250 qui sont différents, quoi. Ça génère aussi une échelle collective, là, des coursives habitables, des coursives qui sont aussi des chemins de circulation pour accéder aux appartements, qui ont une partie appropriable d'environ 1,50 m et puis une partie d'1,20 m qui sont pour les chemins de fuite. Ce 1,20 m, il peut être organisé parfois à certains étages proches de la façade, d'autres fois proches du balcon et puis parfois au milieu. Là, c'est une gestion à une échelle un peu plus grande, celle de la cour, celle de l'immeuble, avec des aménagements aussi qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, sur les toitures, l'organisation, dans ce cadre-là, liée à la participation d'un potager urbain d'environ 350 m². Et le dernier thème qui m'intéressait, c'était cette diversité des modes de vie, cette diversité des modes d'habitat, qui permet justement de constituer, en tant qu'architecte, une planification qui est évolutive, donc qu'on peut repenser, qui est légère à planifier, qui permet à un long moment de ne pas figer les choses. Naturellement, elles se figent au moment où on les construit, mais ça veut dire qu'on peut les déconstruire aussi le jour où il y a besoin. La diversité des modes de vie aussi, c'est poser l'architecture vers la question des valeurs du quotidien. Donc, quand on fait du logement, finalement, on encadre, on entoure les gens dans ce qui vivent tous les jours, et ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Et puis, de pouvoir considérer une sorte de transition, de seuil entre la sphère privée et la collectivité, en mettant toujours le collectif en avant. Et puis après, ça crée ces modes de vie, ça crée souvent des gestions solidaires, ça crée de l'entre-gens, ça crée des ressources assez liées à la participation aussi. Donc voilà ce type de déclinaison qu'on a mis en place. Là, c'est relativement classique, je dirais, entre un 3 pièces, un 4 pièces et un 5 pièces, qui sont finalement exactement au même endroit, mais répartis à des étages différents, avec cette possibilité, justement, avec ce système de cloisons légères, non porteuses, de trouver des modèles d'appartements qui sont très, très différents les uns des autres. Vous voyez ici aussi, par exemple, l'emplacement des cuisines, ce que je vous ai expliqué avant, l'emplacement des armoires, et ainsi de suite, qui permet une grande liberté. Et puis, ça permet une diversité typologique aussi dans la taille, comme vous l'avez vu, mais dans la taille qui va vers le très grand, vers les clusters, justement, dans ces appartements qui accueillent beaucoup plus de personnes. On est allé là, à Genève, jusqu'à 26 pièces. Donc 26 pièces, ça veut dire aussi à peu près 26 personnes qui vivent ensemble. À Genève, on calcule 25 m² par pièce. Ça, je pense, c'est une chose à laquelle il faut vraiment revenir, parce qu'aujourd'hui, la consommation est plutôt au-delà de 40 m² par pièce, ou par personne.
Et puis, suivant les coopératives, suivant les investisseurs, on compte une personne par pièce ou le nombre de pièces par l'appartement, 3 pièces, c'est 3 pièces plus 1 pour certains, c'est le cas de la fondation de la ville. Et puis il y en a certains qui sont moins innovants, moins ambitieux, comme la coopérative d'habitation, celle qui est au centre, celle qui est blanche, qui dit nombre de pièces moins une personne, quoi. Donc ça, c'est un petit peu des notions avec lesquelles je pense on peut jouer, mais c'est aussi des objectifs qui sont propres à chacun. Ça, c'est les différents types d'appartements. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Ce qui m'intéresse, et c'est comme ça qu'on les a documentés, c'est quand ils sont vécus. Je répète, l'architecture est qu'une scène, qu'un fond de scène qui nous accompagne au quotidien, quoi. Donc là, on voit vraiment un panel de possibles très, très important. Et puis le dernier thème, c'est ces appartements en cluster, c'est ces appartements dans les appartements qui jouent sur les différents seuils. On a pu les seuils de privacité, on a pu en constituer là une douzaine dans le cadre de l'immeuble de la Coda. Ça, c'est lié à la participation. On n'aurait jamais pris ce risque en tant qu'architecte de vendre finalement des choses où on ne savait pas s'il y avait une demande, mais la participation, elle permet de répondre à des demandes qui sont extrêmement innovantes. Donc on va rentrer dans deux de ces appartements. Là, vous voyez les cellules privatives en couleur. Il faut s'imaginer que là, c'est compté comme 5-3 pièces. Donc vous voyez qu'il n'y a pas 3 pièces. On reverse toujours une pièce dans l'espace qui est collectif, qui est cette partie grisée. Et puis ici, il y a toujours des scénarios de vie, de personnes qui se mettent ensemble. Ici, c'était des couples, souvent des jeunes couples sans enfants, qui voulaient avoir un lieu de travail à la maison. Ils voulaient vivre avec une grande cuisine, mais on a dédoublé systématiquement toutes les fonctions. Ils voulaient aussi pouvoir ne pas manger forcément ensemble, avoir 2 types de salons. Ils voulaient avoir une entrée ici et une entrée là. Puis dans le processus participatif, il y a une famille avec 2 ados qui s'est jointe finalement à cet appartement en disant simplement je crée une porte ici. Donc ils ont leur entrée séparée, mais ils font partie du dispositif, quoi. Donc là, vous avez un appartement qui fait, si je ne me trompe pas, 18 pièces. Et puis là, merci. Et puis là, on a un peu un même modèle en forme de duplex, où vous voyez justement des types d'appartements qui vont du studio, qui est finalement à 2 pièces, à une famille ici recomposée avec un nouvel enfant. Et puis on répond à des modes de vie, à des modèles familiaux de ménage qui sont très très différents, sachant que cette famille recomposée, elle a aussi 2 ados qui vivent dans une autre suite individuelle au rez-de-chaussée du même appartement, qui partagent souvent les repas ensemble, mais qui n'a pas cette obligation. Et puis dans ces appartements, dans ces petites cellules privatisées au sein d'un grand appartement, on a systématiquement mis une petite kitchenette pour pouvoir survivre sans voir personne, je dirais 48 heures. Il y a naturellement un WC, et puis parfois, selon les besoins, il y a même un espace extérieur. Sachant qu'il y a aussi un espace extérieur qui est mutualisé ici en lien avec la cour, et puis forcément un endroit où on peut cuisiner, quoi, en commun. Donc ça donne des échelles d'appartements que moi je ne connaissais pas, ni comme architecte, ni comme habitant. Là, c'est le premier appartement que je vous ai montré, ce qui est en long, on l'appelle la tribu, mais il a une profondeur d'environ 50 mètres. Voilà. Et puis, je voulais revenir sur ces 4 thèmes. C'est ce que je vous ai présenté. Ce n'est pas ma définition, mais c'est un peu ma vision des choses, des éléments importants. Je pense qu'ils sont aussi ils sont posés à la discussion. Je crois que c'est un avis d'architecte parmi tant d'autres. J'ai eu cette chance de pouvoir travailler très rapidement dans ma carrière sur les écoquartiers. Je pense que c'est un super modèle. Je pense qu'il faut malgré tout faire très attention qu'il ne soit pas récupéré comme une cloche qu'on pose sur n'importe quel gâteau. C'est parfois un peu le défaut de la politique aujourd'hui, c'est de dire on a un problème, donc on met un joli mot dessus, et puis ce mot, il est parfois galvaudé. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. L'écoquartier, il a cette chance de pouvoir évoluer, de pouvoir être très différent d'une fois à l'autre, mais je pense qu'il faut aussi un peu le préserver, quoi. Alors ça, je m'adresse peut-être à vous, Monsieur Solm aussi, je sais que vous ne voulez pas labelliser ces choses, je suis le premier à être très très content que ça ne soit pas labellisé, mais c'est parfois difficile à faire comprendre quand est-ce qu'on est encore dans un écoquartier, puis quand est-ce qu'on ne l'est plus, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Dreyer. Merci beaucoup, Monsieur Solms, pour vos 2 présentations, avec lesquelles on a pu voir et entendre effectivement qu'il y a un certain nombre de choses
qui peuvent être, oui, effectivement, discuter ce qu'on va faire dès maintenant. Je rappelle juste pour les personnes en ligne dans le webinaire que vous pouvez aussi poser du coup vos questions par écrit et normalement elles devraient apparaître sur le pad que j'ai là et donc je pourrais les relayer au micro et je me déplace pour les personnes ici pour que vous puissiez avoir accès au micro. Donc voilà, la discussion est ouverte. Bonsoir, merci beaucoup pour vos deux présentations très intéressantes. Et j'avais deux questions qui m'intéressaient. J'ai trouvé le modèle du cluster très intéressant. D'ailleurs, ils sont particulièrement beaux, ces clusters-là, ils font très envie. J'ai une question concrète et une question qui l'est un peu moins. La question concrète, c'est la question du bruit dans les clusters, parce que là, on voit l'ouverture. C'est des espaces très ouverts, du salon à la place de travail. Comment est-ce que les mécanismes formels et informels qui ont été mis en place, que ce soit techniques ou peut-être aussi les règles pour que ça fonctionne. Et l'autre question, c'est aussi tout dans cet enjeu de l'habitat coopératif, c'est d'éviter une trop forte appropriation des espaces pour permettre des rotations en fonction des modes de vie, des étapes de vie. Est-ce qu'il y a eu des règles ou dans la charte ou des espèces de promesses disons, dans une certaine mesure, ne pas s'approprier les espaces, mais admettre que c'est dynamique ou des choses comme ça? Alors peut-être je réponds d'abord à la deuxième question. Moi, je lutte jamais contre l'appropriation. Je pense que c'est un vrai outil. Parfois, elle est très négociée entre les différentes personnes. Parfois, elle est très conflictuelle. Ça, faut le savoir aussi. Je trouve que c'est en fait une manière de s'exprimer par rapport au contexte qu'on reçoit, donc au contexte, au logement qu'on reçoit. Donc là, je n'ai pas vraiment de réponse, si vous voulez. Par contre, on a planifié avec les différents groupes d'appartements, dans ces différents scénarios, et ça c'est peut-être plutôt la réponse à votre première question, on a planifié cette question qu'on ne veut pas toujours vivre en collectivité, quoi. Donc il y a des zones de repli qui sont naturellement ces parties qui sont colorées, mais il y a aussi des règles dans l'espace collectif, de dire par exemple 2 salons, ça veut dire qu'il y a un salon, par exemple de ce cas-là, où on reçoit les étrangers, si on veut, du logement, donc les gens qui ne participent pas à ces différents ménages. Et puis il y a un deuxième salon qui est possible où là il n'y a que les habitants de cet appartement-là, quoi. Ça, c'est quelques règles. Dans l'autre cas de figure, vous avez des zones de repli qui se font par exemple à l'étage, où à l'étage, il y a une privatisation où il n'y a de nouveau pas d'individus étrangers à l'appartement qui rentrent, quoi. Ça, c'est un peu des règles. Selon les endroits, vous voyez aussi, là, ces 2 exemples où il y a 2 entrées, pour qu'il n'y ait pas une sorte de contrôle social de qui rentre à quelle heure et avec qui. Ça, c'est aussi des modèles. Et puis, ça permet qu'il y ait certaines chambres. Dans chaque scénario, c'est un peu différent, qui peut aussi être fonctionné en chambre d'amis ou en lieu de travail pour quelqu'un qui souhaiterait travailler à la maison, par exemple, et puis avoir une entrée qui est secondaire. Donc ça, c'est des choses qui ont été négociées au cas par cas, dans chacun de ces clusters, quoi. Et nous, on a porté une énorme attention finalement à la sphère privée, donc en termes d'acoustique par exemple, les cloisons entre les parties collectives et les parties privées, elles ont un renforcement acoustique. La porte, elle est aussi renforcée au niveau acoustique pour qu'il n'y ait pas finalement le moins de nuisances possible qui transitent de l'un à l'autre. Par contre, à l'intérieur de l'espace collectif ou mutualisé, là, il n'y a pas eu de mesure parce qu'on estime que les gens dans ces espaces-là, ils doivent parler ensemble et puis ils doivent se mettre d'accord. Et puis ce qui pourrait être juste, je dirais en termes d'architecture de manière générale, ne l'est peut-être pas à l'échelle de tous les appartements, quoi. Donc là, on a laissé beaucoup de place. Il faut aussi voir que l'aménagement est très très différent d'un appartement à l'autre, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Monsieur Solms, vous voulez... Alors oui, moi je vais compléter parce que dans votre question, monsieur, il y avait aussi vous avez évoqué le parcours de vie et puis qu'évidemment le ménage, la taille du ménage, elle change en fonction des parcours de vie. Enfin, il y a des enfants qui partent de la maison à un certain moment. Il y a, comme on le sait bien, des divorces. Il y a aussi des décès de l'un ou de l'autre, etc. Et ça, c'est aussi une problématique qui peut être anticipée à l'échelle de l'immeuble. Et donc, par exemple, dans le cadre de coopératives d'habitants, il peut y avoir certaines, et c'est le cas notamment dans le cas des nouvelles coopératives qui s'installent aux Plaines du Loup, une réflexion sur le taux d'occupation des logements. Et
certaines coopératives se donnent des règles, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a moins de personnes dans tel logement, il faut faire en sorte qu'il y ait des rocades possibles, des échanges d'appartements. Il y a une famille qui grandit, alors il faudrait qu'elle puisse se remettre quelque part, tout en restant idéalement dans l'immeuble, puisqu'elle a développé un sentiment d'attachement à une communauté habitante. Et puis à la limite, il faudrait dire, si ça peut pas se faire dans cet immeuble, au moins que ce soit dans le quartier, si quelqu'un a développé un plaisir à vivre dans ce quartier. Donc à l'échelle de l'immeuble, il y a déjà des coopératives qui pensent à ça, puis qui se donnent des règles. Alors ça marche jamais forcément immédiatement, c'est-à-dire ça veut dire qu'il y a peut-être des temps d'attente pour qu'il y ait un endroit qui se libère pour accueillir la personne qui est en attente et qui sera mieux dans l'autre endroit. Et puis, ça, c'est un rêve qui m'habite dans ma posture de coordinateur de l'association Écoquartier, c'est que des réflexions comme ça sur des échanges d'appartements, quand est-ce qu'on va réussir à faire ça à l'échelle des voisinages, en impliquant différents types d'acteurs qui ont construit côte à côte. C'est-à-dire que des bourses d'échange d'appartements, ils deviendront beaucoup plus faciles à gérer si tout d'un coup on peut faire participer toute une série d'immeubles. Parce qu'évidemment, là, si je me réfère de nouveau au cas des Plaines du Loup, le modèle le plus petit de la coopérative d'habitants participatifs, c'est 22 ou 23 logements. Eh ben, faire des rocades dans 22 ou 23 logements, c'est vraiment compliqué. Et si tout d'un coup, il y a toute une série de partenaires qui se mettent ensemble, ça veut dire éventuellement qu'il y a un coopérateur qui quitte telle structure, mais qui va retrouver quelque chose d'un peu équivalent dans une autre et qui va rester dans son environnement de vie qu'est le quartier. Et donc ça, c'est pour moi une des pistes qu'il faut développer. Ça veut vraiment dire de faire se rapprocher les différents types d'investisseurs, les différents coopératives, si c'est un quartier où il y en a, etc. Et puis de penser ensemble pour investiguer, expérimenter des nouvelles pistes. Merci. Il y a le page en ligne qui vous demande à l'un et à l'autre, j'imagine, si vous avez des exemples en fait d'écoquartiers ou de transformation d'écoquartiers qui ont été faits avec du bâti existant. Alors, il y a effectivement, il y a eu une ambition de ce type qui est déjà très ancienne à Copenhague. Et comment s'appelle exactement ce quartier? Maintenant, le nom m'échappe. Mais il a occupé une bonne place dans la littérature à la fin des années 90, où en fait, il y avait principalement, ça se concentrait sur un îlot urbain qui comprenait entre 15 et 20 maisons 1900 qui sont mitoyennes, donc bien sûr des types de maisons standards comme on peut en voir beaucoup à Genève ou à Paris, etc. Et là, il y a eu donc tout un îlot qui a d'abord fait l'objet de rachats divers, parce que là, évidemment, quand on a plusieurs propriétaires, c'est pas donné d'avance, et puis qui a donné lieu à un projet pilote où il s'agissait de réhabiliter énergétiquement tout l'îlot et en profitant de toute cette opération, d'investiguer aussi des possibilités de vivre ensemble un peu innovantes. Maintenant, justement, quand on se balade à Copenhague et puis qu'on va découvrir cet endroit, on découvre ce qui est visible pour le visiteur extérieur, c'est une cour intérieure où on sent bien qu'il y a des espaces, qu'il y a eu une vraie réflexion sur la mutualisation, et où si tout d'un coup on est accompagné de quelqu'un qui habite depuis suffisamment longtemps dans le coin, on nous apprend que au départ tout était mutualisé et que au gré des années, il y a eu des envies de dire oh mais quand même ça va pas, de tout partager, etc. Allez, on va privatiser ce petit coin, etc. Et donc l'espace mutualisé, il s'est un petit peu réduit comme ça. Et puis il y avait une construction nouvelle au centre de cet îlot qui était un peu pensé comme la salle de fête où tout le monde se réunit, etc. Et où il s'est mis à y avoir des problèmes parce qu'il y avait des jeunes qui faisaient des concerts, qui faisaient trop de bruit, etc. Il n'empêche,
Ça a été une expérience et puis qui a amené des enseignements sur la réhabilitation du bâti d'abord, beaucoup de choses intéressantes. Et puis ensuite sur le vivre ensemble, qui a montré à la fois le potentiel et puis des limites. Donc ça c'est, et d'ailleurs je fais une petite digression, mais les gens de Copenhague, quand on leur dit ah mais vous avez l'écoquartier machin là ici, ils disent ah mais c'est pas un écoquartier. Ils le savent plus, ils ont perdu cette mémoire, parce que ça se voit pas un écoquartier de l'extérieur, ça se reconnaît pas comme ça. Mais peut-être pour compléter, cette question, elle montre que les choses évoluent, quoi. Et puis c'est malgré tout une thématique qui est nouvelle, malheureusement elle est nouvelle, ou elle est nouvelle, elle est trop tardive, c'est de maintenir le bâti existant. Ouais. Et c'est une prise de conscience qui s'est faite sur les 10 dernières années. Quoi. Pour revenir au cas concret là, de l'écoquartier Jonction, nous on a reçu un site qui était assaini, donc il y avait une pollution industrielle, il était assaini, si vous voulez, il y avait une topographie négative, c'est-à-dire qu'il y avait des gros trous à différents endroits, et puis tout le bâti existant qui aurait pu être gardé, il y avait aussi eu une dizaine d'années d'occupation alternative culturelle extrêmement riche avec Artemis, mais c'était un des enjeux de la ville, c'était de dégager cette population, et puis dire maintenant on recommence, parce qu'on fait un éco-quartier, on fait un quartier, on fait un nouveau morceau de ville qui va fonctionner différemment. Et je pense que c'est des grandes erreurs qu'on ne ferait plus aujourd'hui déjà. J'espère que, par exemple, la ville d'Yverdon, je ne sais pas s'il y a des bâtiments qui sont à garder sur ce site, mais c'est toujours, je pense, je ne vois pas d'écueil. Je vois pas d'écueil à garder des bâtiments. Je pense que ça participe aussi à l'imaginaire collectif, à l'identité d'un lieu de garder du bâti, quoi. Donc, je ne vois pas les écueils qu'il y aurait pour dire que, je sais pas, qu'il ne faut pas le faire. Est-ce que c'est moins rentable? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être aussi des coopératives qui s'intéressent moins à des logements qui sont existants ou à des assainissements, des transformations? Je ne sais pas, mais je pense que les choses changent, quoi. Merci. D'autres questions? Merci. Vous parliez d'une certaine façon de l'obsolescence des écoquartiers, notamment parler du quartier Vauban à Freiburg-im-Breisgau. Est-ce que cette réflexion concernant l'obsolescence des idées, finalement, est-ce que vous en tenez compte dans vos travaux à l'un et à l'autre, notamment sur deux points? Le premier, ce serait la densification. Est-ce que densifier, ce n'est pas faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, donc de procéder avec une idée de croissance infinie? Et puis, le deuxième point, c'est concernant l'isolation des bâtiments. Est-ce que c'est toujours judicieux ou est-ce qu'il sera toujours judicieux dans 20, 30 ans, lorsque l'énergie va manquer? Est-ce qu'il sera toujours judicieux d'isoler des volumes gigantesques au lieu de penser à l'isolation des corps? Alors, la densification, malheureusement, pendant de nombreuses années, c'était uniquement un chiffre. Alors que la densité, c'est quelque chose c'est une perception. Ça, c'est mon avis d'architecte. Ici, dans le projet que je vous ai présenté, on a une densité de 2,4 qui est relativement importante, qui correspond à Genève, ce qu'on a fait dans la ceinture, ce qui s'appelle Phasiste, c'est à la place des anciennes fortifications, ce qui fait que Genève est la ville aussi la plus dense de Suisse, quoi. Et ça, c'est un chiffre. Après, je pense qu'il ne faut pas faire toujours plus dense. Je pense que malgré tout, en cadre urbain, il y a une forme de densité qui est aussi intéressante, non seulement au niveau social, mais aussi au niveau d'usage des infrastructures dont j'ai parlé, des services qui sont autour. Et puis surtout, ça constitue des quartiers qui sont finalement assez homogènes. Alors naturellement, il y a une évolution qui se fait sur le temps, quand les degrés ou les possibilités de densification augmentent, par exemple. C'est des choses qui prennent 20 à 30 ans pour que les choses soient de nouveau homogènes. Alors là, dans l'exemple qui est le nôtre, c'est relativement dense, mais ça permet aussi cette densité de générer des espaces qui sont aussi des espaces qui sont très généreux, quoi. Et ça, c'est la qualité de nouveau d'un quartier, puis pas fonctionner d'un immeuble à un immeuble, c'est de pouvoir générer du non-bâti, quoi. Donc c'est pour ça que moi je dis que c'est plutôt quelque chose de... La densité, c'est une diversité, et puis la densité, c'est quelque chose de perçu, quoi. Ça, ouais. Et puis après, je ne sais pas, sur les éléments plus constructifs, de mieux isoler les corps, c'est aussi de jouer sur notre confort personnel. C'est possiblement de ne pas chauffer toutes les pièces à la même température, parce qu'on n'est pas habillé dans toutes les pièces la même chose, on n'y fait pas tout à fait les mêmes choses. Quand on dort, on est sous un duvet. Donc il y a déjà, en fait, toute une
savoir-faire, je dirais, tout en chacun, chez tous les habitants. Le problème, c'est qu'on a un petit peu perdu ces habitudes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même en plein hiver, on est en t-shirt dans son appartement, et ça, c'est pas logique, quoi. Il y a aussi des systèmes qui nous viennent plutôt des fermes, où on réduisait son emprise pendant l'hiver, et puis on avait beaucoup plus de surface de manière très très généreuse, par exemple en été. Et ça, je pense, c'est des mécanismes sur lesquels on doit revenir. Ils sont malheureusement un petit peu compliqués au niveau du cadre légal qui nous est donné. Et nos normes, nos lois, nos politiques, j'attaque un peu beaucoup les politiques ce soir, mais nos politiques, souvent, ils ont aussi 20 ans de retard parce qu'ils s'inscrivent dans des processus sociétaux qui prennent du temps, quoi, à être changés. Changer une loi, c'est, je sais pas, 10 ans. Un plan de quartier, c'est dizaines d'années jusqu'à ce qu'on commence à planifier. Construire un quartier, c'est une dizaine d'années. Donc, vous n'êtes jamais dans le bon timing, quoi. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Ouais. Alors moi, j'ajouterais peut-être juste une remarque à propos notamment de isoler les corps, se mettre des pulls, quoi, simplement, baisser le chauffage. Donc c'est une thématique qui m'intéresse vraiment beaucoup et que j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de gens assez différents. Et ce que je voulais soulever, qui peut être perçu comme un accueil, mais pas forcément comme la réalité en même temps, c'est que classiquement dans un ménage, si on est tout seul, on a beaucoup moins de problèmes, on prend sa décision soi-même et puis on est responsable de soi. Mais dès qu'on n'est pas dans ce cas de figure et puis qu'on vit avec quelqu'un d'autre, voire avec des enfants, ça veut dire aussi une décision collective à prendre. Et donc là, c'est en même temps, c'est intéressant. Quelque part, on se trouve maintenant dans une période où c'est la jeunesse qui nous bouscule. En tout cas, une partie, je veux pas dire toute la jeunesse qui bouscule, mais en tout cas, moi, je suis plus dans les jeunes militants. Je suis dans les vieux qui doivent être poussés par des jeunes. C'est eux qui vont me dire, non, mais oh, tu vois pas qu'on pourrait faire ça différemment. Et quelque part, et d'ailleurs, il y a un très beau bouquin qui a été écrit en Allemagne sur l'expérience d'une famille où c'est précisément les enfants qui ont bousculé les parents pour leur dire mais on peut changer nos habitudes, mais alors ils ont tous viré au véganisme à un moment et puis ensuite ils ont nuancé, etc. Mais donc là, c'est une dynamique où typiquement, le vivre ensemble, c'est plus une question technique seulement. C'est une question c'est des représentations qu'on discute ensemble et puis on voit jusqu'à quel point les uns ou les autres peuvent avancer ou non ensemble. Je veux dire, si tout d'un coup, dans une famille, il y en a un qui est vraiment systématiquement qui grelotte parce que peut-être il a une circulation sanguine qui pose problème, peut-être que c'est les autres qui vont devoir renoncer à des ambitions trop fortes en la matière. Mais donc là, il faut se remettre dans la perspective de OK, tous discutent au sein de la famille, il faut simplement trouver la façon, et j'ai bien aimé d'ailleurs les quelques slides où tout d'un coup il y a des principes pour les échanges et les ateliers participatifs. Quelque part, on a aussi sans doute un apprentissage à faire et puis un enrichissement à trouver des manières de se poser des questions et puis d'inventer une nouvelle façon de vivre ensemble, avec tout ce que ça a comme difficulté, mais aussi comme beauté, parce que moi je pense que se lancer dans une aventure comme ça, en famille, ça peut être beau, quoi. Merci. Bonsoir. Vous avez dit à Genève qu'il y a des habitants qui sont entrés en 2015, sauf erreur, les premiers, et du coup là il y a quelques années de recul. Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils sont restés sur place? Et comment ça évolue, les premiers habitants? Merci. C'est une bonne question. J'ai pas complètement les réponses parce que j'essaie de disparaître à la fin de mes projets. Non seulement parce que le temps est long, la présence de l'architecte est longue, se fait sur un temps long, et puis parce que je trouve que j'ai pas de nécessité d'aller changer des choses, quoi. Donc j'y vais un petit peu parfois pour des visites et je vois différentes choses, mais je ne sais pas si la réponse est exhaustive, quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que la population est très très différente entre les différents immeubles, entre celui de la fondation de la ville, où là il y a un tournus qui est très conséquent, à mon avis. Il y a des problèmes de voisinage aussi qui sont accrus, parce que c'est des populations en fait qui sont placées sans avoir choisi où, quoi. Donc c'est des appartements subventionnés et puis c'est à prendre ou à laisser, quoi. Donc je sais qu'ici il y a beaucoup plus de tournus.
Et puis dans les deux autres, donc je pense que la Coda est très emblématique parce que les habitants, ils ont façonné l'immeuble avec nous en tant qu'architectes, donc ils sont très impliqués et je crois qu'il n'y a quasiment pas de tournus à part des gens qui changent de cadre de vie pour des questions professionnelles ou familiales. Et puis dans la coopérative ici, qui est une coopérative d'habitation, je pense qu'on est dans un entre-deux, quoi, avec des gens qui s'investissent vraiment pour le quartier. Il y a beaucoup moins de surface à s'approprier dans l'immeuble, ça a été voulu comme ça avec les investisseurs. Par contre, c'est des gens qui ont choisi d'être dans ce quartier, c'est des gens qui savent pourquoi ils sont là, quoi. Donc c'est très très différent. Pour compléter aussi ce qui a déjà été dit, à l'échelle de la Coda, il y a des échanges aussi d'appartements au sein du même immeuble. Il y a des gens aussi qui passent d'un immeuble à l'autre dans le quartier. Ça, je l'ai aussi vécu, mais je ne sais pas si c'est une généralité ou si je suis simplement tombé sur une ou deux personnes. Je salte, je ne sais pas si vous avez un complément, peut-être une analogie avec le côté lausannois, non pas forcément. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question. J'ai trouvé que vos exemples, ils faisaient vraiment rêver. On a envie d'être là-dedans, d'être dans ce genre de processus. Mais à quel point, on a vu que c'était un processus long, avec de la participation, plusieurs séances, des décisions avant, après, etc. À quel point ça fait des plus-values au niveau financier par rapport à un écoquartier standard? À quel point c'est plus cher? L'écoquartier ou le fait de participer? Un peu les deux. Alors je pense l'écoquartier, il est possiblement plus cher si on calcule au mètre cube ou au mètre carré, parce qu'il a des ambitions environnementales qui sont accrues, quoi. Donc on va au-delà de ce que nous demande le minimum, je dirais, légal ou le minimum syndical. Et je pense que sur un temps long, c'est moins cher. Donc il y a un investissement qui est plus grand, mais par contre sur le temps long, je pense, si on parle 20 à 30 ans, je pense que cet investissement, il se rentabilise, quoi. Et puis par rapport à la participation, alors je sais pas, moi j'ai une manière de la mettre en œuvre où on fonctionne avec ce qu'on appelle des porte-monnaies à somme finie. Ça veut dire que vous avez des porte-monnaies pour différentes thématiques, les espaces extérieurs, les espaces communs, le choix des matériaux, de ces différents emplacements de cuisine et ainsi de suite. Et puis à la fin, vous devez être à zéro, quoi. Donc si vous investissez plus sur la salle commune parce que vous voulez une super cuisine collective pour je ne sais quoi, pour les anniversaires de vos enfants, vous devez économiser ailleurs, quoi. Donc ça c'est un des modèles, je pense, c'est d'être toujours dans cet équilibre. Et puis généralement, j'ai toujours eu affaire à des gens qui sont raisonnables en fait, les habitants, parce qu'ils savent qu'ils sont aussi en bout de course à payer les loyers. Donc quand vous leur dites que si on augmente, finalement ça va se répercuter sur qui? Ça sera sur eux, quoi. Donc ces porte-monnaies, c'est des outils de travail, et ils savent faire des choix en fait. Ils savent dire ok, on met plus pour la cuisine, mais on met moins pour ça, ou on fait pas ce revêtement puis on peindra nous-mêmes les murs, ou on accepte que c'est pas la vianderie de nos rêves où on voulait faire 15 trucs différents dedans, et puis on accepte qu'on investisse cet argent qu'on n'a pas investi à la vianderie plutôt dans les potagers, ou ainsi de suite, quoi. Donc ouais, il y a une sorte d'intelligence, d'intelligence collective qui se met en place, qui fait que c'est pas plus cher, quoi. En tout cas, moi, mon budget n'a pas, si vous voulez, j'ai pas eu une bulle supplémentaire liée à ça. On a fait dans le budget qui était prévu, quoi. Alors, ce que m'inspire cette question, merci de l'avoir posée aussi, parce qu'elle est très juste. C'est d'abord quand on pense quartier. Donc l'exemple très intéressant qu'a présenté Monsieur Dreyer, c'est c'est qualifié de quartier, mais c'est pas beaucoup de bâtiments différents. C'est une possibilité d'échange et de coopération et qui est justement liée au fait qu'il n'y a pas 36 000 parties prenantes dans des quartiers à plus grande échelle, comme par exemple c'est le cas aux Plaines du Loup à Lausanne. On est vraiment dans un cas de figure complètement opposé parce que seulement la première partie de l'écoquartier, c'est déjà 15 investisseurs différents, de tout type différents, et puis il y aura une deuxième, une troisième partie, une quatrième partie. Au final, c'est une zone qui va accueillir 8000 habitants, donc c'est quasiment comme la commune d'Aigle qu'on implanterait là à un endroit précis.
Et la question de écoquartier est-il plus cher, moins cher, me fait penser à la question du choix des investisseurs. C'est-à-dire, si vous avez comme investisseur un acteur qui est un promoteur, c'est-à-dire il va construire et puis revendre son bâtiment immédiatement après, il va chercher à minimiser ses frais au départ pour maximiser la plus-value de l'acte de vente ensuite. Et donc ça donne des bâtiments, en général, ils sont moins performants que les bâtiments qui sont construits par l'investisseur qui va rester le propriétaire, l'exploitant sur toute la durée. C'est-à-dire que le calcul de la rentabilité, dans un cas, il se fait à court terme et puis il amène à des bâtiments qui sont de mauvaise qualité. Je caricature, mais c'est quand même un peu ça. Et puis dans un autre cas, il y a un investisseur qui se dit « Ok, je vais récupérer mes billes, mais sur le long terme, à travers une exploitation qui est vraiment plus performante. » Et tout d'un coup, ça aboutit à des résultats qui sont qualitativement bien meilleurs. Donc, une chose qui a pour nous été association citoyenne qui suivions les Plaines du Loup, le développement des Plaines du Loup, et qui nous a fait très plaisir, c'est que la ville avait tout à fait identifié ses risques et avait mis dans l'appel d'offres à investisseurs pour la première partie la condition qu'il fallait ce qu'on appelle les investisseurs finaux, c'est-à-dire pas justement, bon, ça n'a pas été complètement assuré sur tous les points, mais en gros, les investisseurs qui présentent un projet qui a été retenu, etc., c'est ensuite ceux qui vont avoir leur retour sur investissement dans la durée par l'exploitation intelligente de leur bâtiment. Et donc ça, c'est une preuve enfin, c'est une garantie de qualité du bâti. Et puis, du coup, on se dit c'est peut-être plus cher au début, mais ensuite, on a des économies qui sont vraiment substantielles sur le temps long. Et puis ensuite, au niveau de la participation, je dirais que c'est plus difficile aussi de faire une réflexion, une évaluation économique de OK, on a évidemment du temps, peut-être les travaux avancent moins vite, mais est-ce que ça nous coûte vraiment plus cher ou qu'est-ce que ça nous rapporte? Je dirais que ce qu'il y a qu'on n'arrive pas à quantifier avec la participation, c'est dans les cas où elle renforce le lien social, où elle construit des dynamiques qui vont maintenir les gens ensemble, on a un bénéfice qui n'est pas d'ordre financier, mais qui se traduit autrement. Donc là, voilà, si on demande à un comptable qui est trop près de ses sous, puis qui compte en heures de travail, il va peut-être dire, ouais, mais attention, la participation, là, ça veut dire la présence d'une équipe de modérateurs, ça veut dire que les travaux de l'architecte, ils sont retardés, etc. Et donc, c'est plus cher. Bon, ben oui, mais si on voit à plus long terme, là, de nouveau, OK, il y a d'autres choses. Merci beaucoup. J'avais une question pour Philippe Solms. Vous avez présenté l'association Écoquartier comme un peu les garants d'une certaine qualité de ces projets de nouveaux quartiers auprès des autorités. Est-ce que vous arrivez à nous expliquer un petit peu comment vous travaillez avec les autorités ou peut-être quelquefois en opposition? Enfin, comment vous interagissez pour être un peu ces aiguillons qui garantissent la qualité sur le long terme? Alors ça, c'est vraiment construit pas à pas. Au moment de la création, franchement, les pères fondateurs de l'association, moi je suis arrivé juste un peu après, donc j'étais pas là, mais d'après ce qu'on m'a dit, ils savaient pas trop comment faire. Mais très vite, il y a eu la première action, a été une réaction en fait, c'est-à-dire que les autorités ont signalé qu'il y avait un concours d'urbanisme qui allait être lancé et dont les résultats étaient attendus pour 2009. Et puis très vite, donc comme première étape avant l'appel à candidature pour le concours d'urbanisme, la ville a décidé de faire une démarche participative auprès de l'ensemble de la population de la commune pour dire mais c'est quoi pour vous un écoquartier, comment vous l'imaginez? Et il y a eu cette démarche qui s'appelait OLA, qui a été lancée en 2008, courant 2008. Et immédiatement, l'association Écoquartier, qui était toute jeune à ce moment-là, s'est dit oui, mais la façon dont finalement elle est menée, cette démarche participative, va produire simplement une liste au Père Noël, comme on dit, avec mais ça doit être ceci, cela, des rêves qui partent dans tous les sens, et rien de substantiel pour vraiment guider ce que pourrait être le plan d'urbanisme.
dans une perspective de durabilité. Et du coup, l'association a décidé, bon, ben, on n'est pas content de cette démarche participative, on en propose une, nous, de notre côté, en essayant de faire le plus de publicité possible, et puis vraiment d'attirer donc une démarche qui n'est pas seulement réservée aux membres, mais à tout le monde. Et ça a été la première proposition qui s'appelait Métamorphosons, avec Ozon en gros, et titre qui a été repris maintenant par la ville de Lausanne pour sa lettre d'information. Et à l'époque, ça a été hyper mal perçu par les autorités en place, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que vous venez nous emmerder? Quelque part, on a lancé une démarche participative, et vous faites une démarche participative concurrente qui a en fait la même vocation, c'est-à-dire d'amener des idées et éventuellement des propositions pour le futur écoquartier. Donc il y a un gros moment de tension, c'était le début de l'association écoquartier. Et puis l'association a réussi à produire des recommandations qui ont été ensuite données le plus solennellement possible aux représentants de la ville de Lausanne. Et puis, en voyant ce qu'on avait produit de notre côté, ils se sont dit « Ah, mais c'est super intéressant, on va garder ce document, on va l'adjoindre au cahier des charges du concours d'urbanisme ». Alors, bien sûr, ils ont aussi utilisé les résultats de l'autre démarche en parallèle qui a effectivement donné une sorte de liste au Père Noël. Mais donc, ça a été notre entrée en matière. Et puis, à partir du moment où, tout d'un coup, nos recommandations, ils se sont dit, ah, mais tiens, ça peut, disons, on va pas les congédier, on va éventuellement être attentif à ce que devient ce petit groupe. À ce moment-là, ensuite, pas à pas, les relations, elles sont devenues plus régulières et puis vraiment constructives, en fait. Même s'il y a toujours eu des moments de tension, ça passe par des moments un peu de tension, puis des moments où tout d'un coup, les uns et les autres sont contents des échanges qu'on peut avoir. Mais voilà, ensuite, au gré, il y a une chose aussi qui intervient fortement, c'est les changements dans le personnel des services, en fait, quelque part. C'est-à-dire que il y a des liens qui se nouent, c'est pas une administration aveugle et puis une association qui est qu'une institution, c'est aussi des personnes. Et les personnes, elles changent, et puis tout d'un coup, il y a un nouveau venu, chef de service X ou Y, puis on se dit comment ça va marcher, est-ce que ça marchera ou pas, et donc c'est constamment à reconstruire, puis de temps en temps ça va mieux, de temps en temps ça marche moins bien. Puis une chose qui nous a énormément rapprochés des services au début, c'est que très très vite, on est allé à leur rencontre, puis on leur a dit, mais nous, pour nos propres membres, on a envie d'organiser des voyages pour qu'on aille voir les bons exemples à l'étranger. On a envie de faire venir des conférenciers pour qu'ils disent un petit peu quelle est votre vision de ci, de ça. Au minimum, venez à nos conférences ou venez avec nous dans nos voyages. Et donc, on a eu des voyages absolument fantastiques où il y avait, sur une vingtaine de participants, 5, 6, 7 parfois membres d'un service X, du service Y, etc., qui venaient avec nous. Et donc ça, c'était aussi l'occasion d'avoir des échanges, de se voir d'une façon complètement informelle. Et franchement, donc dès le moment où ils ont senti qu'on n'était pas avec des volontés négatives, mais qu'on était peut-être un petit peu idéaliste, un peu trop peut-être porté sur des choses irréalisables, mais que on essayait de chercher des réponses et d'amener des idées, à ce moment-là, les choses sont devenues vraiment intéressantes. Et donc actuellement, on est dans une très bonne période, même s'il y a tel et tel point où on se dit « Ah, mais on n'est pas tout à fait d'accord ». Merci. On arrive gentiment à la fin du temps imparti. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, commentaire ou réaction avant la partie apéritif. Non, pas forcément. Ok, bon, je tiens encore une fois à remercier nos deux intervenants, la ville d'Yverdon et ses services pour l'organisation de cette soirée. Je vous remercie aussi pour votre participation et écoute. Et je vous dis une bonne soirée, ou peut-être à tout à l'heure. Merci bien et à bientôt.